Un individu a tenté de sortir un pistolet et de nous menacer avec. C'est-à-dire qu'un étudiant doit normalement, à l'université, se faire son propre avis tout seul. Il laisse entendre à l'autre, alors si moi je t'agresse, parce que je ne suis pas d'accord avec tes opinions politiques, toi aussi tu l'auras mérité. Parce que nous ne sommes pas d'accord. Beaucoup trop de gens sont campés dans une position où il y a deux camps politiques qui ne doivent pas se parler, qui doivent se haïr et qui doivent tout faire pour briser l'autre. L'assassinat de Charlie Kirk a choqué le monde. Ce militant conservateur froidement assassiné par un homme qui s'opposait à ses idées est devenu l'une des victimes de violences politiques les plus célèbres de la planète. Pour réagir à ce drame, nous avons interviewé Édouard Binat, président de la Cocarde étudiante. La Cocarde est un syndicat étudiant conservateur très souvent mis sous pression au sein des universités françaises. Monsieur Binat a été très marqué par la mort de Charlie Kirk. C'est le moment où on comprend qu'une page se tourne. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un assassinat politique, c'est aussi la fin d'une méthode, d'un certain monde politique où on débat, on cherche à convaincre l'autre et on cherche à amener tout le monde autour de la table. Et c'est la fin d'une illusion. C'est-à-dire qu'une partie de la droite entretenait toujours l'illusion de pouvoir débattre avec tout le monde. Et le souci étant que certaines personnes refusent de débattre et que on peut tenter de débattre avec eux autant qu'on veut, c'est eux qui choisissent de ne pas vouloir débattre et qui choisissent la violence. Au fur et à mesure que cette tendance-là, hostile au débat, qui cherche la violence augmente, nous tendons vers un clivage de plus en plus fort et un retour de la violence en politique. Selon Édouard Binat, la violence politique à l'encontre des conservateurs est aussi très forte en France. Alors, nous allons dans les universités pour présenter notre syndicat, parfois pour défendre certaines idées lors de campagnes. Nous avons fait une campagne sur l'écologie, une campagne sur la priorité nationale, parfois dans le cadre d'élections étudiantes. Et à chaque fois, nous sentons une certaine hostilité, nous sentons des gens qui nous disent, vous n'êtes pas chez vous, vous n'êtes pas ici chez vous, vous ne devriez pas avoir le droit à la parole. Et parfois, ces mots deviennent des actes et des tentatives de violence. Cette année, nous avons eu plusieurs tentatives d'agression, dont deux d'entre eux particulièrement graves. Une d'entre elles où deux de nos militants ont été blessés au couteau, et une autre où un individu a tenté de sortir un pistolet et de nous menacer avec. Il a heureusement été maîtrisé par nos militants, mais c'est tout de même hallucinant qu'on en vienne à craindre pour sa vie lorsqu'on va les tracter sur un campus et que l'on cherche simplement à faire passer des idées, à faire vivre le débat démocratique lors d'élections étudiantes et à pousser les gens à s'interroger sur certaines choses. Parce que lorsque nous faisons campagne, par exemple, pour la priorité nationale, nous ne faisons pas campagne sur les étudiants étrangers dehors. Ce que nous faisons, c'est de pousser l'idée que les Français doivent être avantagés dans leur propre pays, surtout sur certaines choses comme le logement. Un étudiant étranger, par définition, peut étudier dans son pays, alors qu'un étudiant français, s'il ne peut pas étudier dans son pays, il ne peut étudier nulle part. Et lorsque la majorité des étudiants, des logements étudiants sont occupés par des étudiants étrangers, on se retrouve avec une discrimination. Mais des gens refusent absolument d'entendre ne serait-ce qu'un argument, d'entendre que l'on puisse s'exprimer, qu'on puisse avoir un avis contraire, et directement, ils viennent chercher la violence. Alors des fois, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas en capacité de l'exercer, mais on sent que ils pourraient. Ils pourraient, mais qu'ils ne peuvent pas parce que maintenant, nous sommes trop nombreux, parce qu'ils sont tout seuls. Et dès qu'ils commencent à être de plus en plus nombreux, ils cherchent à utiliser la couverture d'autres étudiants pour tenter de s'en prendre à nous. À l'université de Grenoble, on a déjà vu des militants d'extrême gauche cagoulés, armés de skateboards, qui venaient essayer de nous les écraser sur la tête pour une foule d'étudiants plutôt hostiles à nos idées. Et ce climat de violence, c'est quelque chose qui est très particulier dans les universités et qui, je pense, a mené en partie à la mort de Charlie Kirk. C'est que ces personnes n'ont jamais été exposées aux idées de droite, n'ont jamais tenté de les comprendre et en viennent à devenir complètement matrixées par des personnes qui leur disent la droite est violente, elle est fasciste, elle tue des gens. Et en fait, ces gens-là, du coup, deviennent convaincus qu'il faut agir pour le bien et pour agir, il faut s'en prendre à nous de manière violente et même nous faire disparaître. Et c'est là toute la source du mal et de l'intolérance et de la violence que l'on voit aujourd'hui dans les universités. Pour Édouard Binat, certains opposants au mouvement conservateur les agressent sans chercher à comprendre ce qu'ils pensent vraiment. On l'a vu à nouveau avec la mort de Charlie Kirk, où soudainement beaucoup de gens se sont réjouis de sa mort de manière indigne en utilisant des propos qu'il n'avait jamais tenus ou des idées qu'il n'avait jamais défendues. C'est-à-dire qu'on l'accusait tour à tour
d'être un grand soutien d'Israël, cautionner le génocide à Gaza, mais aussi d'être antisémite. On l'a accusé de détester tous les Noirs, alors même qu'il avait monté une organisation spécifiquement pour les personnes d'origine africaine ou afro-américaine, hein, au sein de Turning Point USA. Et en fait, ces personnes, du coup, ne cherchant pas à connaître nos idées, vont se convaincre que nous pensons certaines choses. Et ils en viennent à confondre des choses qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire que nous sommes patriotes, nous sommes conservateurs, par amour des nôtres, et eux en viennent à confondre l'amour des nôtres avec la haine des autres. Notre activisme, notre militantisme est sans haine. Nous sommes là pour convaincre les gens, pour parler avec eux. Et souvent, lorsque je tends un tract à l'université, on me dit, ah, mais ce n'est pas mes idées politiques. Je lui dis, mais c'est pas grave. Lis, renseigne-toi, et viens même débattre à un événement, viens, hein, participer à une de nos conférences et viens faire vivre le débat d'idées. Aujourd'hui, beaucoup trop de gens sont campés dans une position où il y a deux camps politiques qui ne doivent pas se parler, qui doivent se haïr et qui doivent tout faire pour briser l'autre. Et plus ceci se répète, plus on commence à aller dans le cycle de la violence qui débouche sur des agressions, des intimidations, du harcèlement et parfois même des morts. Et ça, c'est quelque chose contre lequel nous luttons. On nous reproche d'aller parfois dans des universités en nous disant c'est de la provocation, d'aller à l'université de Saint-Denis, de Nanterre, de Tolbiac. Non, ce n'est pas de la provocation de venir parler d'idées et essayer d'infuser ces idées au sein du débat démocratique. Ce qui est de la provocation continue, c'est de garder les étudiants ignorants et de leur apprendre quoi penser au lieu de leur apprendre comment penser. C'est-à-dire qu'un étudiant doit normalement, à l'université, se faire son propre avis tout seul. Il doit être capable, lorsqu'on lui tend un tract, de le lire et de se dire, cela me plaît, cela ne me plaît pas. À la place, aujourd'hui, il demande aux autres quoi penser. Et lorsque, par exemple, nous tractons à Tolbiac, des étudiants de gauche viennent retirer tous les tracts des étudiants en leur disant, ne le lis pas, c'est fasciste. Et en faisant ceci, ils tuent le débat démocratique. Parce que même l'étudiant qui pourrait être intéressé par nous va se sentir intimidé, va donner son tract ou va le jeter de peur de paraître lui-même fasciste. Alors que si moi, demain, je lis du Karl Marx, et lors de ma scolarité à Sciences Po Lyon, Dieu sait que j'ai lu du Karl Marx, eh bien, cela ne me fait pas devenir communiste, cela me fait me poser certaines questions, cela me fait avoir un esprit critique. Et ce sont des choses qui se perdent aujourd'hui dans notre génération et dans notre jeunesse, et nous avons besoin de faire en sorte qu'elles reviennent. C'est-à-dire que du jour au lendemain, il ne faut pas que notre jeunesse se retrouve incapable de penser et se retrouve incapable d'avoir un esprit critique. Et c'est quelque chose qui pour nous est vraiment important, et à la fois criminel de la part des personnes qui cherchent à empêcher ce débat, qui cherchent à faire en sorte que certaines idées soient criminalisées et ne puissent jamais s'exprimer. Édouard Bina considère que les universités et les politiques n'en font pas assez pour assurer la sécurité des étudiants. Nous sommes très souvent livrés à nous-mêmes et nous en venons à faire en sorte, aujourd'hui nous avons l'expérience, mais de pouvoir nous défendre nous-mêmes. Et je vais prendre le meilleur exemple de tout cela, c'est que à l'université Saint-Denis, lorsque nous sommes venus tracter qu'un étudiant a tenté de sortir un pistolet, nous sommes retrouvés à maîtriser nous-mêmes l'étudiant et donc à nous débarrasser de ce pistolet qu'il avait sorti. Et la sécurité de l'université est intervenue pour sortir cet étudiant et le ramener à l'intérieur de l'université pour qu'il puisse s'échapper. Lorsque la police est intervenue et a constaté qu'effectivement il y avait bien un pistolet et qu'un étudiant avait donc tenté de nous menacer avec, ou peut-être plus, la police a demandé à intervenir sur le campus pour interpeller l'étudiant qui s'était réfugié à l'intérieur. Celui qui avait le doyen de l'université a refusé l'intervention de la police sur le campus. Donc cet étudiant est encore aujourd'hui toujours en fuite. Édouard Bina considère que les universités ne prennent pas leurs responsabilités. En tolérant ceci, c'est même plus que de la tolérance, c'est de la complaisance. C'est-à-dire que cela ne coûtait rien à ce doyen de laisser rentrer la police pour qu'elle puisse faire son travail sur un individu qui visiblement est dangereux, parce que nous étions là pour tracter depuis à peine 10 minutes. Ces étudiants n'ont pas eu le temps de rentrer chez lui, de prendre le pistolet et d'y aller. C'est-à-dire qu'il venait en cours avec un pistolet sur lui. Et on nous a confié qu'il serait apparemment connu pour des faits de radicalisation. C'est-à-dire que on a un étudiant qui vient armé sur le campus avec des antécédents de radicalisation et le doyen le couvre. Lorsqu'à Grenoble, nous nous sommes fait agresser par une soixantaine d'antifascistes armés et que nous nous sommes défendus, la police est arrivée au bout de 20 minutes
sur le campus, la sécurité qui nous regardait n'est intervenue à aucun moment lors des affrontements. Et nous avons dû notre salut au fait que nous étions capables de nous défendre nous-mêmes. Mais lorsqu'on en arrive à cette situation, on pousse les autres à la violence. C'est-à-dire que lorsque des étudiants se font agresser pour leurs opinions politiques, que l'université ne fait rien, ne cherche même pas à établir leur protection, on se retrouve dans une situation où cela pousse un camp politique à vouloir rendre l'appareil à l'autre. Et c'est quelque chose que nous déplorons et que nous ne voulons pas voir arriver. Parce qu'une fois lancé, le cycle de la violence ne s'arrête pas. Aujourd'hui, aux États-Unis, on voit dans la réaction des conservateurs américains qu'ils ont compris que tant qu'ils n'agissaient pas eux-mêmes, eh bien, cette gauche continuerait de s'en prendre à eux. Parce qu'il n'y a pas que la personne qui a tiré, il y a tout le système qui l'a fabriqué et tous les gens qui tolèrent, qui vont camoufler cette personne. Monsieur Bina pointe du doigt la responsabilité morale de ceux qui tolèrent la violence politique. Et au fond, entre la personne qui applaudit le tueur de Charlie Kirk ou qui dit au fond il l'avait mérité de par ses propos, il y a très peu de différence. Ce sont des gens qui tolèrent la violence politique et le meurtre envers quelqu'un qui n'a pas les mêmes idées qu'eux, sans comprendre que en faisant ceci, ils tolèrent au fond qu'un jour ça leur arrive. En faisant ceci, ils laissent entendre à l'autre, alors si moi je t'agresse, parce que je ne suis pas d'accord avec tes opinions politiques, toi aussi tu l'auras mérité, parce que nous ne sommes pas d'accord. Charlie Kirk était un des derniers bastions de la liberté d'expression et il tentait de défendre un modèle de démocratie, de pluralisme, de libre débat des idées. Et son assassinat est très inquiétant pour tout le monde. Pour Édouard Bina, ces violences altèrent profondément la démocratie. Lorsqu'on voit que certains ont peur d'intervenir sur les campus, c'est ça le souci, c'est qu'aujourd'hui, la violence politique marche. Et ceux qui disent le contraire se voilent la face. Lorsque nous avons organisé une conférence à l'université de Panthéon-Assas, nous nous sommes retrouvés avec des centaines de nervis cagoulés et armés qui tentaient de s'en prendre à notre conférence et à la conférencière. Et la conférencière, qui était très courageuse d'être intervenue, nous a dit, je ne souhaite plus intervenir à nouveau dans les universités. On en arrive à un point où toutes les personnes qui ont des idées politiques qui peuvent sembler contraires à ce que la doxa tolère ont peur d'intervenir sur des campus, ont peur de participer au débat. Et au fur et à mesure que ce débat se tarit, cela met une plus grande pression sur ceux qui osent encore venir dans les universités, ceux qui osent encore parler, et un jour, à leur tour, ils se feront agresser. Et c'est quelque chose, c'est un mécanisme, un cercle vicieux que nous devons arrêter, et surtout que les personnes qui ont le pouvoir, c'est-à-dire le gouvernement, la police, les recteurs d'université, ils doivent agir directement et concrètement dessus, parce qu'ils ont le pouvoir et ils savent. C'est-à-dire aujourd'hui, dans n'importe quelle université française, les activistes d'extrême gauche qui commettent ces violences, ces dégradations, sont une minorité qui est connue. En quelques exclusions, quelques conseils de discipline, l'ordre peut revenir. Ce qui manque dans les universités françaises, c'est la volonté d'agir. Édouard Bina revient sur les nouvelles formes de l'idéologie marxiste. Le marxisme a évolué. C'est-à-dire que là où au début il était dans un rapport de lutte des classes, c'est-à-dire qu'on avait les dominants, les dominés, la bourgeoisie, le prolétariat, qui étaient en lutte des classes, de par l'évolution de la société, la disparition du monde ouvrier, la tertiarisation, de par comment dire, l'augmentation du mode de vie de l'ouvrier moyen avec la libéralisation et avec le développement économique des pays européens, le marxisme s'est retrouvé plus ou moins dans une impasse en comprenant qu'avec la disparition du monde ouvrier, il y aurait de moins en moins de gens prêts à suivre leur théorie. Du coup, il a subi une évolution, alors, qui a été en plusieurs parties, à la fois intellectuelle et à la fois politique. Et ça a commencé à se réorienter vers d'autres types d'oppression et commencé à garder comment dire, ce rapport dominant-dominé, mais à changer qui sont les dominants et les dominés. C'est-à-dire que soudain, dans l'ancien logiciel marxiste, l'homme blanc hétéro-ouvrier était un dominé. Aujourd'hui, dans le nouveau logiciel marxiste, l'homme blanc hétéro-ouvrier smicard est dominant parce qu'il est homme, parce qu'il est blanc. Et qu'au fond, même en étant ouvrier, il est dominant parce qu'il n'est pas chômeur. Et en fait, ce nouveau mode de fonctionnement nous demande que nous devons nous débarrasser de tout ce qui nous donne un avantage sur les autres. Sauf que dans le cas, par exemple, de la couleur de peau, qui est censé être un white privilege,
Charlie Kirk avait d'ailleurs très bien répondu sur cette question de white privilege lorsqu'une étudiante noire lui avait demandé ce qu'il pensait de cela, et que lui avait répondu en lui disant, mais qu'est-ce que je peux faire que vous ne pouvez pas faire? Et que cet étudiant s'est retrouvé bien embêté et n'a pas réussi à répondre. Dans une société qui n'a pas de loi de discrimination ethnique, les personnes sont libres, chacune, quelle que soit leur couleur de peau. Mais du coup, être opprimé est positif, puisqu'il nous attire la sympathie des gens, il nous met sur une catégorie supérieure, et qu'en fait, les opprimés ont le droit à des choses que les oppresseurs n'ont pas. Pourquoi apprendre le français? Pourquoi apprendre le français si ne pas apprendre le français nous permet d'être dans une catégorie supérieure? Et c'est tout le problème de ce logiciel, c'est qu'en prenant la déconstruction, déjà, il ne se pose pas la question de est-ce que toute chose qui est construite vaut vraiment la peine d'être déconstruite? En déconstruisant le noyau familial, en faisant imploser les familles, on se rend compte qu'on a une criminalité qui est bien plus haute. Charlie Kirk en parlait à nouveau, mais une des causes de la surreprésentation de la criminalité et auprès des Afro-Américains, c'est le fait qu'ils n'ont pas de famille stable. C'est la catégorie de la population qui grandit le plus sans père. C'est la catégorie de la population qui grandit le plus dans un rapport à la violence qui est malsain. Pour Édouard Bina, cette idéologie divise au lieu de rassembler. Quand certaines personnes vont dire, mais tu es noir, tu ne peux pas soutenir Donald Trump. Tu es noir, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela. Ils tentent d'essentialiser la politique et de faire en sorte qu'il n'y ait plus de débat, qu'il n'y ait plus de possibilité d'avoir un avis individuel, mais que chacun doive se conformer en fait à qui il est au niveau de son sexe, au niveau de son origine ethnique. Et paradoxalement, au fond, ils ne font que reconstruire un système. Édouard Bina parle des valeurs qui, selon lui, devraient être mises en avant. Nous, c'est la liberté d'étudier, la liberté de parler, la liberté de discuter, de débattre, la liberté d'opinion. On- Ce que nous défendons aussi, c'est le patriotisme. Nous partons du principe que nous héritons de quelque chose qu'on nous a légué. Si aujourd'hui nous avons parmi les meilleures universités du monde, c'est parce qu'elles ont été construites pendant des siècles et des siècles par nos ancêtres et que nous devons prendre soin de l'héritage qu'on nous lègue, qui est la base du patriotisme. Nous partons aussi du principe qu'il faut défendre le mérite, c'est-à-dire que on n'obtient rien sans y mettre les efforts. Et c'est quelque chose que nous, jeunes de France, nous devons avoir en tête, parce que sinon, nous allons être élevés dans une culture du vous me devez ceci, parce que je suis quelque chose, vous devez me donner quelque chose. Et nous perdons alors le goût de l'effort, nous perdons alors la volonté de travailler, d'accomplir quelque chose, et nous perdons aussi, et c'est très important, la satisfaction de construire quelque chose. C'est lorsqu'on finit premier de la classe, parce que l'on a travaillé, parce que l'on a mis les efforts, que l'on goûte à la satisfaction, le- la récompense de nos efforts. Au fond, le mérite, c'est l'équivalent d'escalader une montagne. Cela peut être compliqué, cela peut parfois demander du temps, de l'investissement et de la souffrance, mais lorsqu'on arrive au sommet, on profite beaucoup plus de la vue parce qu'on y a mis l'effort pour y arriver. Et c'est quelque chose qui, pour moi, est absolument essentiel et que notre génération doit retenir. Si nous mettons les efforts, si nous mettons la volonté, alors nous pouvons tout obtenir.